La chaleur étouffante de ce mois d'août s'abattait impitoyablement sur les trottoirs d'Aix-en-Provence, faisant trembler l'air au-dessus du bitume. Pourtant, à l'intérieur de l'habitacle de sa voiture, Nicolas maintenait une température fraîche, un sanctuaire climatisé contre la fournaise extérieure. Il ne conduisait pas n'importe quel véhicule, c'était une Renault 4 de collection, un modèle vintage restauré avec une méticulosité obsessionnelle, rutilant comme s'il sortait tout juste de l'usine 40 ans plus tôt. Ses doigts tambouinaient nerveusement sur le volant, qu'il avait fait gainer d'un cuir de luxe, un caprice de millionnaire nostalgique. Son regard, chargé d'une impatience grandissante, se fixa pour la énième fois sur le cadran de sa montre au poignet, 15h15. Valérie avait déjà 15 minutes de retard. C'était une vieille habitude, une marque de fabrique exaspérante qui n'avait jamais changé, même 2 ans après la signature de leur papier de divorce. Le silence dans la voiture était profond, presque oppressant, seulement rythmé par le tic-tac imaginaire de son anxiété. Nicolas ajusta le col de sa chemise, scrutant la porte d'entrée massive de la luxueuse maison de campagne où Valérie séjournait. Il détestait l'imponctualité par-dessus tout, considérant le temps comme la ressource la plus précieuse d'un homme d'affaires, mais aujourd'hui, cette irritation familière était éclipsée par une sensation étrange, un nœud viscéral de nervosité qui lui tordait l'estomac. 5 jours. C'était la plus longue période que sa fille, Manon, avait passé loin de lui depuis qu'elle avait appris à marcher. L'absence de sa petite voix et de ses rires avait laissé un vide béant dans son quotidien millimétré. Soudain, la porte en chêne massive de la résidence s'ouvrit. Valérie apparut, se détachant de la pénombre du hall comme une star de cinéma émergeant des coulisses. Elle portait une robe en soie couleur crème qui épousait parfaitement sa silhouette svelte, et d'énormes lunettes de sol de créateur couvraient la moitié de son visage, lui donnant un air inaccessible. Malgré le soleil qui commençait à décliner, elle marchait d'un pas assuré sur des talons vertigineux, ses doigts glissant frénétiquement sur l'écran de son dernier smartphone. À ses côtés, minuscule et semblant presque perdu dans l'immensité du gravier de l'allée, marchait Manon. Nicolas plissa les yeux, une onde de confusion traversant son esprit. La petite fille portait un sweatshirt épais à capuche, zippé jusqu'au menton. En pleine canicule, alors que le thermomètre affichait plus de 30 degrés, cette image semblait totalement incongrue, presque surréaliste. Nicolas coupa le contact de la Renault 4 et sortit du véhicule, ouvrant la portière arrière en attendant qu'elles approchent. Valérie s'arrêta devant lui sans retirer ses lunettes, créant une barrière infranchissable entre eux. L'arôme puissant de son parfum, un extrait de jasmin hors de prix, frappa les narines de Nicolas, un rappel olfactif de leur vie passée. « Pardonne-moi de t'avoir fait attendre, mon chéri », dit Valérie d'une voix légère et aérienne, mais sans jamais lever les yeux de son écran. La circulation depuis Saint-Tropez est un véritable calvaire, c'est l'enfer sur terre. Je te jure que je ne reprendrai plus jamais la route un dimanche, c'est terminé. Non. Qu'est-ce qui arrive à Manon ? Demanda Nicolas, ignorant ses plaintes futiles et pointant du doigt sa fille qui se tenait, tête baissée, collée à la jambe de sa mère. Pourquoi porte-t-elle ce sweatshirt par cette chaleur ? Ah, ça. Valérie fit un geste vague de la main, levant enfin les yeux pour le regarder une fraction de seconde, comme si elle lui accordait une faveur immense. Elle est épuisée d'avoir tant joué. Elle a couru sans arrêt sur la plage pendant tous ces jours. Sur le chemin du retour, elle s'est endormie et j'ai eu peur que la climatisation de la voiture ne la rende malade, alors je lui ai mis ce pull, par précaution. Tu sais comment elle se fatigue et devient pleurnicharde pour un rien. Elle posa une main manucurée sur l'épaule de Manon, la poussant doucement mais fermement vers Nicolas. Dis bonjour à papa, mon amour. Moi, je dois filer, je m'envole littéralement. J'ai une réunion avec des investisseurs autour d'un verre de vin, et je suis déjà terriblement en retard. Bonjour papa. Murmura Manon. Nicolas s'inclina, prêt à la soulever pour l'installer dans la voiture. Alors que la distance entre eux se réduisait, sous la fragrance coûteuse de Valérie, le sens olfactif aiguisé de Nicolas capta une odeur distincte, discordante. C'était un relent aigre, rance, une odeur de vieille transpiration macérée dans le tissu épais du sweatshirt. Ce n'était pas l'odeur d'une enfant qui revenait de vacances de luxe dans l'une des destinations les plus prisées de France. Il se figea, regardant Valérie avec un doute grandissant, mais elle lui avait déjà tourné le dos, faisant un geste d'adieu indifférent de la main sans se retourner une seule fois pour regarder sa fille. Le claquement sec de ses talons sur le pavé s'éloigna rapidement jusqu'à disparaître derrière la lourde porte de la maison. Manon ? Appela Nicolas à voix basse,
prenant la petite par les épaules. « Ça va, ma princesse ?» Manon leva les yeux. Ses grands iris, habituellement pétillants de vie et de malice, étaient maintenant enfoncés, cernés, ternes, totalement dépourvus de leur éclat habituel. Elle tenta de forcer un sourire pour rassurer son père, mais les commissures de ses lèvres se tordirent en une grimace étrange, presque douloureuse. « Tu m'as manqué, papa. » Sa voix était râpeuse, sèche, comme le bruissement de feuilles mortes. Nicolas la guida jusqu'à la banquette arrière de la Renault 4, s'étirant pour boucler sa ceinture de sécurité. Lorsque le dos de sa main effleura accidentellement le flanc de l'enfant à travers le tissu épais, il sentit son petit corps se raidir instantanément. Manon frissonna, un tremblement bref mais violent lui parcourut l'échine, comme si elle essayait de contenir une terreur indicible ou une douleur fulgurante. « Très bien, on rentre à la maison », dit Nicolas, s'efforçant de garder un ton calme et apaisant, bien qu'une inquiétude sourde et indéfinissable commençait à germer dans ses entrailles. Il ferma la portière, contourna le véhicule et s'installa au volant. La Renault 4 glissa doucement sur la route, laissant derrière elle la demeure ostentatoire. Nicolas jeta un coup d'œil dans le rétroviseur central. Manon n'était pas adossée confortablement contre le siège. Elle n'avait pas demandé à mettre sa musique préférée, ni réclamé des crêpes pour le goûter comme elle le faisait habituellement après une absence. Elle était recroquevillée dans le coin de la banquette, les genoux serrés l'un contre l'autre, ses bras entourant fermement le bas de son abdomen, comme pour se protéger. La main de Nicolas se crispa sur le cuir du volant. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas du tout. Les embouteillages sur la 7 vers le sud commençaient à se former, le trafic se déplaçant avec la lenteur d'un fleuve de lave paresseux. Dans l'habitacle clos, Nicolas ajusta le rétroviseur à plusieurs reprises, cherchant désespérément à croiser le regard de sa fille. Mais Manon gardait la tête basse, obstinément concentrée sur son ventre. Cette image lui rappela douloureusement les soirs d'il y a 3 ans, avant qu'il ne signe le divorce. Il rentrait souvent tard du bureau pour trouver Manon assise seule sur le tapis du salon, entourée de jouets hors de prix mais froids, tandis que Valérie faisait des directs sur les réseaux sociaux dans la pièce voisine, riant et pontifiant sur les secrets d'une maternité épanouie. Elle aimait Manon de la même manière qu'elle aimait un bijou précieux, pour l'exhiber et recevoir des éloges, mais elle la rangeait dans un écrin dès que le public disparaissait. Nicolas s'était battu avec acharnement pour la garde, mais la loi avait ses failles, et Valérie savait jouer le rôle de la mère parfaite devant les juges. « Tu t'es amusé à la plage ce week-end » demanda Nicolas, essayant de rendre sa voix aussi douce que possible. « Maman t'a laissé faire des châteaux de sable ? Je me souviens que tu adorais construire des forteresses géantes. » Manon ne leva pas la tête. Elle hocha simplement très légèrement, un mouvement si faible que Nicolas l'aurait manqué s'il n'avait pas été en train de l'observer avec une attention fébrile. La voiture s'engagea dans une zone de travaux. Bien que la suspension de la Renault 4 soit réputée pour sa souplesse, un léger chaos lorsque la roue passa sur une irrégularité de la chaussée fit vibrer le véhicule un instant. « Aïe ! Papa !» Le cri aigu, perçant, déchira le silence comme une lame de rasoir. Nicolas sursauta violemment, son cœur manquant un battement. Il regarda dans le rétroviseur, Manon s'était voûtée, son visage était devenu blême, cireux comme celui d'un cadavre, sa bouche ouverte cherchant désespérément de l'air. Nicolas braqua le volant, freinant brusquement pour garer la voiture sur la bande d'arrêt d'urgence, ignorant le concert de klaxons furieux et les insultes des conducteurs derrière lui. Il détacha sa ceinture et se précipita hors de la voiture pour ouvrir la portière arrière. « Dis-moi, Manon, où as-tu mal ? Dis-le-moi. » Il approcha sa main du front de l'enfant. Elle brûlait. C'était une fournaise. Elle suait à grosses gouttes, les mèches de ses cheveux blonds collées à ses tempes par la fièvre. Nicolas glissa ses mains pour la soulever et l'examiner, mais juste au moment où ses doigts effleurèrent doucement la partie inférieure droite de son abdomen, le corps de Manon se contracta, devenant rigide comme une planche de bois. Nicolas retira sa main comme s'il venait de toucher du feu. Il connaissait cette réaction. Ce n'était pas un simple mal de ventre dû à trop de bonbons ou un coup de froid. C'était le mécanisme de défense du corps face à une lésion interne grave, une péritonite potentielle. Manon commença à sangloter, sa respiration hachée, sifflante. « Pardon papa. Ne te fâche pas. Pardon. »« Pourquoi tu demandes pardon ?» demanda Nicolas, la voix brisée par la panique qui montait en lui comme une marée noire. « Si tu as mal, tu dois me le dire. »
Maman m'a dit que je devais être sage. Gémissait Manon, les larmes roulant sur ses joues enfiévrées. Maman a dit que c'était juste un petit mal de ventre, qu'elle était occupée et qu'elle ne voulait pas te déranger, parce que tu avais une réunion importante. Ces mots naïfs furent comme un poignard enfoncé en plein cœur de Nicolas. Qu'avait donc enseigné Valérie à leur fille? Que sa douleur était une nuisance? Qu'elle devait souffrir en silence pour que les adultes puissent vaquer à leurs occupations tranquilles? À cet instant précis, le téléphone de Nicolas, qui était tombé sur le siège conducteur, commença à sonner avec insistance. L'écran affichait un rappel, la réunion trimestrielle des actionnaires, la plus cruciale de l'année, allait débuter dans 30 minutes. Une réunion qu'il préparait depuis 6 mois, dont dépendait l'avenir de son entreprise. Nicolas regarda le téléphone qui vibrait, puis sa petite fille qui se tordait de douleur. Sans une seconde d'hésitation, il saisit l'appareil et le jeta sur la banquette arrière. Il fit volte-face, s'engouffra sur le siège conducteur, claqua la portière et écrasa l'accélérateur. La vieille Renault 4 rugit, son moteur poussé dans ses derniers retranchements, s'élançant sur la route en défiant toutes les règles de circulation et la carrière qu'il avait un jour considérée comme sa vie entière. « Tiens bon, ma chérie, papa est là », dit Nicolas entre ses dents serrées, les yeux rivés sur le bitume. Dans le rétroviseur, les plaintes de Manon faiblirent, remplacées par un silence terrifiant. Sa tête bascula sur le côté, ses yeux se fermèrent. Elle sombrait dans l'inconscience. « Manon. Ne t'endors pas » hurla Nicolas, la voix brisée par l'effroi. « Ouvre les yeux et regarde papa. Parle-moi, je t'en supplie. » Mais la seule réponse à sa supplique fut une respiration faible, sifflante, comme une bougie vacillante sur le point de s'éteindre, et le crissement des pneus sur l'asphalte brûlant alors qu'il fonçait à toute allure vers la clinique de la Loire. Quelques minutes plus tard, après une conduite frénétique, l'enseigne de la clinique de la Loire apparut enfin. Sans attendre que le moteur se coupe complètement, Nicolas ouvrit la portière et s'élança, laissant la voiture de collection en travers de la voie réservée aux ambulances. Il souleva Manon dans ses bras et courut vers l'intérieur. Les agents de sécurité tentèrent de s'approcher pour l'avertir du stationnement interdit, mais en voyant le visage décomposé de l'homme, ruisselant de sueur, et l'enfant inerte dans ses bras, ils reculèrent immédiatement, appelant du renfort médical. « J'ai besoin d'aide ici. Urgence pédiatrique » hurla Nicolas, sa voix résonnant dans le hall bruyant. Immédiatement, 2 infirmières accoururent avec un brancard. Nicolas déposa Manon sur le drap blanc, ayant l'impression de déposer tout son univers sur un radeau à la dérive en pleine tempête. Elle a une forte fièvre, une douleur abdominale terrible et elle vient de s'évanouir, débitait Nicolas, le souffle court. Les infirmières acquiescèrent et agirent avec une rapidité professionnelle. Elles poussèrent le brancard dans le couloir. Nicolas courait derrière, agrippé à la main glacée de sa fille. Le docteur Jean, chef des urgences, un homme de plus de 60 ans aux cheveux blancs et au regard perçant derrière des lunettes à monture métallique, attendait déjà à la porte de la salle de traitement. Nom de la patiente? Manon. Manon Durieux. 7 ans. Allergie à la pénicilline. Très bien. Attendez ici, monsieur. La porte des urgences se referma brutalement devant Nicolas, le séparant de sa petite fille. Il resta là, fixant le verre opaque, les bras ballants, sentant l'impuissance s'infiltrer dans chaque cellule de son corps. Autour de lui, le bip des moniteurs, le bruit des pas précipités et les ordres criés par le personnel médical créaient une symphonie chaotique. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit. Le docteur Jean sortit, retirant ses gants en latex avec une expression grave. « Monsieur Durieux », dit le médecin d'une voix calme mais chargée d'urgence. « Nous avons examiné l'enfant. La réaction de sa paroi abdominale est très sévère. À la moindre pression, elle a eu des spasmes et a crié, malgré son état semi-conscient. Qu'est-ce que c'est, docteur? Une intoxication alimentaire? Non, ce n'est pas si simple. Le médecin secoua la tête. Son appendice s'est rompu. Son abdomen est dur, gonflé, rempli de liquide. Les marqueurs d'infection dans son sang sont alarmants. À en juger par le niveau de nécrose des tissus, je confirme que cette condition dure depuis au moins 48 heures. 2 jours, monsieur Durieux. L'enfant a supporté la douleur d'une appendicite aiguë, qui a ensuite éclaté, pendant 2 jours complets. Nicolas recula d'un pas, son dos heurtant le mur froid du couloir.
2 jours. Pendant qu'il était assis dans son bureau à diriger sa compagnie, pensant que sa fille jouait sur la plage, pendant que Valérie lui envoyait des messages laconiques disant que tout allait bien. Manon agonisait. « Nous devons l'opérer immédiatement », poursuivit le docteur Jean en lui tendant un formulaire de consentement. L'infection se propage dans le sang, provoquant un choc septique. Si nous tardons 1 heure de plus, je ne peux rien promettre. Nicolas saisit le stylo. Sa main tremblait tellement que sa signature ressemblait à un gribouillis d'enfant apprenant à écrire. « Sauvez-la, je vous en prie. Nous ferons tout notre possible. » Le médecin retourna dans la salle. Un instant plus tard, l'infirmière Sandrine, une femme au visage bienveillant que Nicolas avait remarqué plus tôt, sortit. Elle écarta le rideau qui séparait le lit de Manon de la zone extérieure, se préparant à la vêtir pour la chirurgie. Nicolas s'appuya contre le mur, fermant les yeux, essayant de contrôler sa respiration. Il entendit le froissement des vêtements, le tintement métallique des instruments. Soudain, tous les bruits cessèrent. Le silence se prolongea de manière anormale. Le rideau s'entr'ouvrit. L'infirmière Sandrine passa la tête, son visage était pâle, ses yeux écarquillés par un mélange de consternation et d'une colère qu'elle tentait de réprimer. « Monsieur Durieux » l'appela-t-elle à voix basse. Son ton n'avait plus la froideur professionnelle du début, il tremblait d'émotion. « Pouvez-vous entrer un instant, s'il vous plaît ? Vous devez voir ça. Mais s'il vous plaît, gardez votre calme. » Nicolas entra derrière le rideau. La forte odeur de désinfectant ne pouvait masquer la puanteur qui émanait du lit d'hôpital. Manon gisait là, minuscule sous la lumière crue des néons. Sandrine pointa la partie inférieure du corps de Manon. Nicolas baissa les yeux et sentit son estomac se retourner. Manon portait une couche pour adulte. Elle était bien trop grande pour son corps frêle. Elle était gonflée, lourde et saturée. Le bord de la couche était souillé de déchets secs, prouvant qu'elle n'avait pas été changée depuis très longtemps. Elle ne porte plus de couche depuis ses 3 ans, murmura Nicolas, sa voix sonnant étrangère à ses propres oreilles. Une enfant saine de 7 ans ne porterait jamais ça, dit Sandrine, la main tremblante alors qu'elle essayait de retirer l'adhésif de la couche avec la plus grande délicatesse possible pour ne pas blesser la petite. À moins que la personne qui s'occupe d'elle soit trop paresseuse pour l'emmener aux toilettes, ou qu'on veuille qu'elle reste tranquille à un endroit sans déranger personne. Lorsque la couche fut retirée, une autre vérité horrible fut révélée. La peau tendre des cuisses et des flancs de Manon était marquée de contusions rouges, prenant la forme de bardures. La peau était écorchée, cloquée, irritée. « Et regardez ça, monsieur Durieux. » Sandrine montra les marques. Ce sont des signes qu'elle est restée allongée immobile dans la même position sur une surface dure et inégale pendant beaucoup trop longtemps. Nicolas resta figé, contemplant les lésions sur le corps de sa fille. L'image de Valérie de cet après-midi revint le hanter, radieuse, parfumée, les ongles soigneusement vernis, s'empressant de lui remettre leur fille pour aller boire du vin. Et l'image de Manon maintenant, sale, malodorante, souffrant le martyre, emprisonnée dans une couche immonde et abandonnée sur le sol comme une poupée cassée. Les 2 images s'entrechoquèrent, créant une explosion dans la tête de Nicolas. L'inquiétude et la peur initiale s'évaporèrent, laissant place à une fureur froide et terrifiante qui commença à s'embraser dans sa poitrine. Elle se répandit, pénétrant chaque veine, lui faisant recouvrer un calme étrange et glacial. « Merci, Sandrine », dit Nicolas d'une voix grave et glacée. Nicolas s'assit sur la rangée de sièges en plastique dur dans le couloir de l'hôpital, les mains jointes sur ses genoux. Ses yeux ne quittaient pas la porte du bloc opératoire, où le voyant rouge indiquait que l'intervention était en cours. À l'intérieur, des inconnus en blouse verte luttaient pour la vie de sa fille. Lui, le père qui pouvait contrôler des millions d'euros d'un simple coup de fil, était assis là, totalement impuissant. « Monsieur Durieux ?» Une voix grave et rauque résonna à ses côtés, faisant sursauter Nicolas. Il leva les yeux. Devant lui se tenait un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'une veste marron usée, le visage marqué par les rides profondes de celui qui passe trop de nuits blanches et réfléchit trop. Autour de son cou pendait une identification, détective Stéphane, unité de protection de la famille. « Bonjour, je suis Stéphane », se présenta l'homme en tirant une chaise pour s'asseoir avec naturel. « L'hôpital m'a appelé. C'est une procédure obligatoire lorsqu'il y a des indices de négligence médicale grave sur un mineur. Je suis navré que nous devions nous rencontrer dans ces circonstances. » Nicolas acquiesça,
la gorge sèche. Ma fille est en chirurgie. Le docteur dit que son appendice a éclaté. Je sais, dit Stéphane d'une voix sereine. Il ne sortit pas son carnet tout de suite, se contentant de croiser les bras. J'ai vu le rapport préliminaire du médecin et de l'infirmière. L'état de l'enfant n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé ces derniers jours. Avez-vous les affaires personnelles de Manon? Nicolas montra le sac à dos rose à l'effigie d'une princesse Disney qui gisait à ses pieds. Juste ça. Sa mère me l'a donné cet après-midi. Examinons-le ensemble, suggéra Stéphane, sur un ton de coopération plutôt que d'ordre. Parfois, les enfants ne peuvent pas parler, mais leurs objets, si. Nicolas se pencha pour ramasser le sac. Il semblait léger dans sa main, mais la sensation dans son cœur était lourde comme une enclume. Il ouvrit la fermeture éclair. Une odeur d'humidité et de suris s'échappa immédiatement. À l'intérieur, c'était le désordre, des vêtements sales roulés en boule, une serviette encore humide et malodorante, des emballages de bonbons. En contraste total avec l'apparence soignée de Valérie, ce sac dénonçait une négligence crasse. Qu'est-ce que c'est? Stéphane pointa une boîte en plastique transparent qui roulait au fond du sac. Nicolas la saisit. C'était une boîte de gomme à la mélatonine, un supplément pour aider les enfants à dormir, goût fraise. L'étiquette indiquait 60 gommes. L'étiquette de prix était intacte, montrant qu'elle avait été achetée dans une pharmacie à Saint-Tropez il y a seulement 3 jours. Mais la boîte était vide. Il ne restait que de la poudre de sucre au fond. Elle est vide, murmura Nicolas, tournant la boîte dans sa main. J'ai acheté un flacon similaire le mois dernier et nous avons mis 2 semaines pour en finir la moitié. Comment celle-ci peut-elle être vide en 3 jours? Stéphane prit la boîte, l'examinant sous la lumière du couloir. Il fronça les sourcils, murmurant des calculs. 60 gommes en 3 jours. Même en comptant qu'on en ait jeté quelques-unes, cette dose reste massive pour une enfant de 7 ans. Il se tourna vers Nicolas, le regard perçant. La mélatonine n'est pas un poison mortel, mais une surdose peut laisser l'enfant dans un état léthargique, profondément endormi et sans réflexe à la douleur. Quelqu'un ne voulait pas que la petite se réveille. Quelqu'un voulait qu'elle dorme profondément pour ne pas avoir à s'en occuper, pour ne pas entendre ses plaintes. Nicolas sentit la tension crisper son visage. L'image de Valérie disant « Elle s'est endormie sur le chemin » devint soudain sinistre. Elle avait transformé Manon en poupée de chiffon pour pouvoir sortir faire la fête. Continuons, dit Stéphane en posant la boîte sur le siège. Voyons s'il y a autre chose. Nicolas plongea la main dans le compartiment principal. Cette fois, ses doigts touchèrent le bord cartonné d'un carnet. C'était un cahier de dessin à couverture bleue, le genre que Manon emportait toujours pour s'occuper. Il feuilleta les pages. Les premières étaient remplies de dessins joyeux, une maison, un soleil, papa et elle au parc. Mais à la dernière page, la main de Nicolas se figea. Ce dessin était différent. Des traits de crayon noir gribouillés, tremblants, appuyés avec tant de force qu'ils avaient déchiré le papier. Le dessin montrait une pièce sombre, entièrement hachurée. Dans un coin, une petite silhouette en bâton était recroquevillée. De gros traits bleus représentaient des larmes. Mais ce qui glaça le sang de Nicolas, ce fut le détail extérieur, Manon avait dessiné une grande fenêtre qui occupait la moitié de la page. De l'autre côté de la vitre, il y avait de la lumière, des ballons, et une femme aux cheveux longs avec une robe ample tenant un verre haut, riant aux éclats avec un homme inconnu barbu. Sous le dessin, l'écriture enfantine et hésitante de Manon s'étalait, maman occupée. Je dois être sage. Ne pleure pas. Regardez ça, dit Stéphane doucement. Nicolas tendit le carnet au détective. Stéphane prit une photo avec son téléphone. Il soupira, un soupir lourd de fatigue. Oui, monsieur Durieux. Ce n'était pas un accident par ignorance. C'était un choix conscient. Cette mère savait que sa fille souffrait, mais elle a choisi son propre plaisir. Elle a choisi la fête et cet homme plutôt que sa fille. Soudain, Nicolas se souvint. Manon adorait regarder des dessins animés avant de dormir et emportait toujours sa vieille tablette. La tablette, murmura Nicolas. Il fouilla la poche latérale du sac et en sortit l'appareil. L'écran était taché de doigts gras. Il l'alluma. Le fond d'écran montrait une photo d'eux deux l'année dernière à Lyon.
Stéphane s'approcha. Regardez l'historique du navigateur d'abord. Nicolas ouvrit Safari. Dernière recherche, samedi 3h14 du matin, quoi faire si j'ai mal au ventre côté droit. Nicolas déglutit difficilement. Une enfant de 7 ans, réveillée en pleine nuit par la douleur, obligée de demander à Google au lieu d'appeler sa mère. Il fit défiler. 3h45, boire au chaud enlève mal de ventre. Dimanche 10h15, comment faire pour que maman ne soit pas triste si je suis malade? Nicolas dut détourner le visage pour retenir ses larmes. Manon ne cherchait pas à se sauver, elle cherchait comment ne pas déranger. Elle avait plus peur de décevoir Valérie que de la douleur qui la tuait. Ouvrez la galerie, suggéra Stéphane. Nicolas trouva une vidéo de 2 minutes, enregistrée dimanche à 12h30. Il appuya sur lecture. L'écran était noir, la caméra cachée. On entendait une respiration difficile. Puis, de la musique forte, type électro, au loin. Soudain, la musique devint plus forte, une porte claqua. Manon. La voix perçante de Valérie résonna. Je t'avais dit de rester tranquille. Pourquoi tu oses te plaindre et faire du bruit, hein? La caméra trembla. Un petit sanglot se fit entendre. Pardon maman. Mais j'ai très mal. Je veux rentrer. Je veux papa. Rentrer? Coupa Valérie avec irritation. Monsieur Victor parle d'affaires importantes dans la pièce d'à côté. Tu veux gâcher l'avenir de ta mère? Bois tout ce verre, maintenant. C'est un tonique. Ça va faire passer la douleur. Et dors. Je te jure que si tu fais encore du bruit, je te renvoie chez ton père et je ne reviendrai jamais te chercher. Je l'ai bu maman. Ne fais pas ça. C'est moi, Manon. Des pas précipités s'éloignèrent. La porte claqua. Puis, le bruit qui fit hérisser les poils de Nicolas, le cliquetis d'une clé tournant dans la serrure. Elle l'avait enfermé à clé. La vidéo se termina. Nicolas resta immobile. Valérie n'était pas juste négligente. Elle était abusive. Elle avait séquestré sa fille, lui avait refusé des soins et avait utilisé l'amour de l'enfant comme otage. Permettez, dit Stéphane en prenant la tablette. Je dois copier cette vidéo. C'est une preuve irréfutable. À ce moment, le téléphone de Nicolas vibra. Un message de la réception de l'hôpital avec une photo. Valérie venait d'arriver dans le hall, accompagnée d'un paparazzi connu. Elle tenait un bouquet de lys blanc, se séchant les yeux pour les caméras. Nicolas se leva brusquement. Où allez-vous? Demanda Stéphane. Faites ce que vous avez à faire, détective. Moi, je vais accueillir mon ex-femme. Nicolas descendit au hall principal. L'ambiance y était bruyante. Valérie était là, près de la réception, semblant tout droit sortie d'un magazine People, jouant la mère éplorée. En voyant Nicolas, elle courut vers lui, les larmes jaillissant sur commande. Oh Nicolas! Comment va ma petite? Je me suis effondré en apprenant la nouvelle. Elle tenta de le serrer dans ses bras, mais Nicolas recula, froid comme la pierre. Qu'est-ce qui te prend? Demanda-t-elle, haussant le ton pour que le public l'entende. Laisse-moi voir ma fille. Nicolas leva lentement la tablette de Manon à hauteur des yeux de Valérie. Qu'est-ce que c'est? Valérie fronça les sourcils. Nicolas appuya sur lecture. La voix criarde de Valérie traversa le hall silencieux, je t'avais dit de rester tranquille. Pourquoi tu oses te plaindre? Bois tout ce verre. Le visage de Valérie se décomposa. Le maquillage parfait sembla se fissurer. Les gens autour se turent, tournant leur regard vers elle. Le paparazzi, réalisant le retournement de situation, commença à mitrailler la scène, capturant la panique brute sur le visage de Valérie. Éteins ça. Tu es fou. Hurla-t-elle en essayant d'arracher la tablette. Tu savais qu'elle avait mal, dit Nicolas, sa voix résonnant avec mépris. Tu l'as enfermée à clé. Tu l'as droguée avec des gommes pour qu'elle se taise pendant que tu servais des verres à ce Victor. C'est faux. Balbutia Valérie. Je ne savais pas que c'était grave. Derrière Nicolas, Stéphane sortit de l'ascenseur. Il observa la scène, notant tout. Valérie regarda autour d'elle.
Il n'y avait plus d'admiration dans les yeux du public, seulement du dégoût. Elle tenta de fuir vers la sortie, mais Nicolas sortit son téléphone et composa le 112, mettant le haut-parleur. Urgence 112, quelle est votre urgence? Je suis Nicolas Durieux, je suis à la clinique de la Loire. Je veux signaler un crime. Mon ex-femme, Valérie Durieux, est ici. Elle a commis une négligence grave mettant en danger la vie de ma fille de 7 ans, séquestration et non-assistance à personne en danger. En entendant son nom, Valérie perdit la tête. Elle se jeta sur lui en hurlant. Ce n'était pas exprès. Je suis sa mère. Tu veux ruiner ma carrière. Ces cris furent enregistrés par l'opérateur. Stéphane s'avança, sortant son badge. Police. Calmez-vous. Il fit signe aux gardes de bloquer Valérie. Madame Durieux, dit Stéphane d'une voix autoritaire. Je vous conseille de garder le silence. Les sirènes de police approchèrent. 2 officiers entrèrent et se dirigèrent vers Valérie sous les ordres de Stéphane. Nicolas leur montra les preuves. Le cliquetis froid des menottes résonna dans le hall. Valérie, échevelée, hurlait qu'elle avait des avocats, tandis que le paparazzi prenait les photos qui allaient détruire sa réputation dès le lendemain matin. Nicolas remonta au 5e étage, dans la zone d'attente VIP. Il s'assit face à Ricardo, son ami d'université et avocat renommé. J'ai préparé l'ordre d'urgence pour révoquer la garde, dit Ricardo en ouvrant un dossier. Avec ces preuves, elle ira en prison. Je demanderai une ordonnance restrictive permanente. Nicolas signa les papiers. Il n'avait jamais voulu en arriver là, mais il devait protéger Manon. Stéphane entra dans la pièce et posa un sac de preuves sur la table. Il contenait des dizaines de petits flacons sans étiquette. La police vient de perquisitionner l'appartement de Valérie, dit Stéphane. C'est un mélange, mélatonine, antihistaminique, sirop à la codéine. Elle appelait ça son « eau magique » pour que les enfants se tiennent tranquilles. Nicolas frissonna. Manon avait été droguée systématiquement. Le docteur Jean sortit enfin du bloc. Il sourit. Elle est réveillée. L'opération s'est bien passée. Elle demande son papa. Nicolas courut vers la chambre. Manon était là, pâle mais vivante. Il s'approcha doucement. Papa. Pardon. J'ai dérangé ton travail. Nicolas sentit son cœur se briser de nouveau. Il prit sa main. Écoute-moi, Manon. Tu n'es jamais un dérangement. Tu es mon travail le plus important. À partir de maintenant, si tu as mal, tu cries, tu pleures. Je préfère t'entendre faire un caprice que de te voir souffrir en silence. Promis? Manon fondit en larmes, un vrai pleur libérateur, et Nicolas la serra contre lui. 2 semaines plus tard, la maison de Nicolas baignait dans la lumière automnale. Manon était rentrée. Ce samedi matin, Nicolas avait rangé son ordinateur. Il faisait des cookies dans la cuisine, mettant de la farine partout. Ce n'est pas grave si c'est sale, dit Nicolas en riant. L'imperfection, c'est intéressant. On sonna à la porte. C'était l'infirmière Sandrine. Elle apportait un cadeau, un ours en peluche marron avec une cicatrice rouge recousue sur le ventre. Voici Teddy, dit Sandrine. Il a eu mal au ventre comme toi. Cette cicatrice, c'est sa médaille de courage. Manon serra l'ours, touchant sa propre cicatrice sous ses vêtements. Je suis courageuse aussi? Demanda-t-elle. La plus courageuse que je connaisse, affirma Nicolas. Il sortit sur le porche et envoya un email à son conseil d'administration, démission du poste de PDG. Il choisissait d'être père à temps plein. 6 mois plus tard, au centre de congrès de Lyon. Nicolas monta sur scène, vêtu simplement. Derrière lui, le logo de la fondation, La Voix de Manon. Il y a 6 mois, commença-t-il devant une foule de parents et d'hommes d'affaires, je croyais que l'argent était la clé. Je me trompais. Pendant que je gagnais des millions, ma fille demandait à Google comment ne pas me déranger alors qu'elle mourait de douleur. Il projeta l'historique de recherche sur l'écran. La salle eut le souffle coupé. Le sédatif n'est pas de l'amour. Le silence d'un enfant n'est pas de l'éducation. Lâchez vos téléphones. Regardez vos enfants. Le tonnerre d'applaudissements fut immense.
Nicolas chercha du regard le premier rang. Manon était là, radieuse dans une robe jaune, aux côtés de Sandrine et Ricardo. Elle leva le pouce, fière. Nicolas descendit de scène et la prit dans ses bras. « On va chercher une glace ?» demanda-t-il. « Oui. Et après on va voir les canards au parc de la Tête d'Or ?» « D'accord. » Et j'éteins mon téléphone. Main dans la main, ils sortirent du centre de congrès, marchant sous le soleil de Lyon, laissant derrière eux les ombres du passé pour un avenir où chaque mot serait écouté.